Bonjour, chers amis. C'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. En ce jour où j'enregistre cette émission Panorama Info, ce numéro de cette émission, j'ai une pensée toute particulière pour un très grand pays où j'ai passé plusieurs années, où j'ai travaillé, où j'ai effectué plusieurs missions, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, autrefois connue sous le nom de Zaïre. Pourquoi est-ce que je pense à la République démocratique du Congo? Tout simplement parce que ce 20 décembre 2023 a lieu l'élection présidentielle, mais pas seulement. Je vais y revenir. Il y a plusieurs élections qui ont lieu le même jour. Mais avant de parler de cet aspect politique et de cette élection, je voudrais quand même faire une présentation succincte de cet immense pays, pays de la démesure, à plusieurs titres. D'abord par sa taille, puisque la République démocratique du Congo est le deuxième pays du continent africain après l'Algérie, avec ses 2 345 410 km². C'est tout simplement le premier pays d'Afrique subsaharienne pour sa superficie, et c'est le troisième pays d'Afrique pour sa population. Alors sa population, c'est la grande inconnue, puisqu'il n'y a pas eu de recensement depuis très longtemps, mais on estime que la population a largement dépassé les 100 millions d'habitants. Ça se situe quelque part entre 100 et 120 millions d'habitants, donc une densité de 44 habitants au kilomètre carré. Et cette population fait donc de la République démocratique du Congo le troisième pays d'Afrique le plus peuplé, après le Nigeria et l'Éthiopie. Des mesures de sa capitale, Kinshasa, l'ancienne Léopoldville, qui est une immense agglomération tout en longueur au bord du fleuve Congo, qui dépasse largement les 17 millions d'habitants. Des mesures du fait aussi de ce très long fleuve de 4700 km, le fleuve Congo, qui coule presque entièrement sur le territoire de la République démocratique du Congo, qui fait une immense boucle formant un tout aussi immense bassin hydrographique dont la République démocratique du Congo occupe la plus grande partie. D'autres pays en font partie, bien sûr, de ce bassin. Je pense en particulier au Congo-Brazzaville et à la République centrafricaine. Des mesures par son relief, puisque le point culminant de la République démocratique du Congo, c'est le pic Margarita, dans le massif du Rwenzori, qui s'élève à 5109 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui fait donc de ce pic le troisième sommet d'Afrique, après le Kilimandjaro en Tanzanie et le mont Kenya au Kenya. Je précise quand même que ce pic est à cheval sur la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le Rwenzori qui est couvert dans sa partie la plus haute de glaciers et de neige éternelle. Pourquoi s'appelle-t-il pic Margarita? Eh bien tout simplement c'était pour honorer la reine Marguerite de Savoie, l'épouse de Umberto Ier, la mère de Victor Emmanuel III, donc Marguerite de Savoie, reine d'Italie de 1878 à 1900. La République démocratique du Congo est le premier pays francophone au monde par sa population. Il est bien plus peuplé que la France ou que le Canada. La Grande Forêt, qui couvre une grande partie de ce bassin du fleuve Congo, grande forêt mise à mal par la déforestation, on craint fort que 40% des forêts de la République démocratique du Congo aient disparu avant 2050.
incongruité de sa forme, la République démocratique du Congo, puisque c'est un pays presque enclavé à l'intérieur du continent africain, qui ne dispose que d'un tout petit accès à la mer, le littoral congolais étant long d'une trentaine de kilomètres, c'est-à-dire plus de deux fois moins, je crois, de mémoire, que le littoral belge. Et il doit cet accès à la mer à l'estuaire du fleuve Congo, puisque ce littoral se trouve sur la partie nord de cet estuaire. C'est sur cet estuaire, sur la rive nord de cet estuaire du fleuve Congo, que se trouve l'unique port de la République démocratique du Congo, l'unique port de haute mer, Banana, par lequel passent les exportations et les importations du pays. Se trouvant au cœur du continent africain, la République démocratique du Congo a de nombreux voisins, dont je vais vous donner les noms, en commençant par le moins connu, l'exclave de Cabinda, Cabinda qui fut longtemps une colonie portugaise sur la côte atlantique, mais que les colonialistes portugais ont fini par rattacher à leur principale colonie d'Angola. Donc, depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, Cabinda est censé faire partie de l'Angola, ce qui n'est pas sans poser de problème, puisqu'il n'y a pas de continuité territoriale et que l'Angola doit faire face à un mouvement indépendantiste. J'y reviendrai dans une prochaine émission. De l'autre côté du fleuve Congo, donc au nord-ouest de la République démocratique du Congo, se trouve le Congo-Brazzaville. Particularité intéressante, les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa, se font face. Ce sont les deux capitales les plus proches au monde. Au nord, de l'autre côté de l'Ubangi, un des plus importants, le plus important affluent du fleuve Congo, de l'autre côté de l'Ubangi, donc, se trouve la République centrafricaine, l'ancien Ubangi-Chari. Au nord-est se trouve le Soudan du Sud et à l'est se trouve une série de pays qui ont posé beaucoup de problèmes à la République démocratique du Congo dans son histoire récente, en commençant par l'Ouganda, qui est séparé, nous l'avons vu, de la République démocratique du Congo par le massif du Rwenzori, mais aussi par plusieurs grands lacs de la vallée du Rift africain, le lac Albert, le lac Édouard. Plus au sud, on a le Rwanda, le petit Rwanda qui est séparé de la RDC par le lac Kivu et la rivière Ruzizi. Plus au sud encore, on a le petit Burundi qui est séparé de la RDC par cette rivière Ruzizi qui dévale du lac Kivu pour se jeter dans le lac Tanganyika, qui forme une partie de la frontière avec le Burundi. Voisin important, la Tanzanie, mais c'est un voisin qui n'a qu'une frontière lacustre avec la République démocratique du Congo, puisqu'il est séparé de ce pays par presque toute la longueur du lac Tanganyika. Tout au sud se trouve la Zambie, et enfin, au sud-ouest, l'Angola, dont j'ai déjà parlé au sujet de Cabinda, mais qui est séparé, comme nous l'avons vu, de l'exclave de Cabinda par l'embouchure du fleuve Congo et le territoire de la République démocratique du Congo. Des mesures de ce pays par le nombre d'ethnies, des centaines d'ethnies, et entre 200 et 400 langues. Alors il y a un débat au sujet de ce que c'est qu'une langue, c'est pour ça que le chiffre est incertain, parce que certaines langues ont des variantes locales qui les diffèrent d'autres, donc on estime qu'il y a entre 200 et 400 langues. Mais 4 langues bantoues sont reconnues comme langues nationales, à savoir le Lingala et le Kikongo à l'ouest, le Swahili à l'est et le Chiluba au sud. Mais la langue officielle qui est parlée par les gens éduqués dans tout le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est le français. Nous l'avons vu, c'est le plus important pays francophone. L'histoire du Congo est très riche, il y a eu plusieurs royaumes, plusieurs empires importants.
Je ne citerai que le royaume de Congo, avec un cas dont le territoire ne recouvre pas le territoire actuel de la République démocratique du Congo, puisque le royaume de Congo s'étendait sur une partie de l'Angola, de la République démocratique du Congo, de Cabinda et du Congo-Brazzaville. Je le mentionne malgré tout parce que il y a plusieurs siècles, 16e, 17e siècle, ce royaume entretenait déjà des relations avec le royaume de Portugal et que ses souverains avaient adopté le catholicisme comme religion. C'est en 1885, au Congrès de Berlin, que les frontières de ce vaste pays ont été dessinées. Et il s'agit là d'une incongruité historique et politique, puisque lors de ce congrès qui a vu le partage de l'Afrique entre les puissances européennes, le Congo a été attribué à une personne, à un homme, en tant que propriété privée. Et cet homme, c'était le roi des Belges, Léopold II, dont le Congo a été la propriété privée de 1885 jusqu'à 1908. Période noire dans l'histoire du Congo, puisque ce fut la période d'une exploitation féroce. Le roi des Belges, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, y a envoyé des agents qui avaient pour mission d'exploiter les ressources du Congo, en particulier l'EVA. Et pour ce faire, ils ont eu recours au travail forcé, durant lequel des centaines de milliers d'Africains, de Congolais, ont perdu la vie. D'autres ont subi les châtiments corporels, en particulier les amputations. Cette période est toujours considérée comme une période noire de l'histoire du pays et figure gravée dans la mémoire de la population congolaise jusqu'à nos jours. En 1908, le roi des Belges, Léopold II, a légué sa propriété privée à l'État belge, et c'est donc à partir de cette année-là qu'on en a parlé du Congo belge, qui devait le rester jusqu'en 1960, date de l'indépendance, le 30 juin. Une indépendance qui s'est faite dans la douleur, et dans la guerre, puisqu'il y a eu des tentatives de sécession, des coups d'État, et période qui a été marquée par la personnalité du charismatique Patrice Lumumba, le premier ministre du pays, qui n'a été Premier ministre que quelques mois avant d'être renversé à l'instigation de la CIA et des intérêts miniers belges, qui ont utilisé pour ce faire un officier, un dénommé Joseph Désiré Mobutu, qui devait plus tard être connu sous le nom de maréchal Mobutu Sese Seko. Patrice Lumumba demeure jusqu'à aujourd'hui l'icône de la nation congolaise, le héros, le martyr, puisqu'il a été non seulement renversé, mais il a été assassiné et son corps a été dissous et n'a jamais été retrouvé. Ce forfait a été accompli par des agents belges au Katanga. Le maréchal Mobutu, je viens de le dire, a donc fini par prendre le pouvoir en 1965 et il a régné en maître absolu sur ce qu'il devait renommer le Zaïre jusqu'en 1997. Ce régime Mobutu a été qualifié de kleptocratie. C'est une période durant laquelle le maréchal s'est enrichi et a enrichi son entourage proche, en particulier sa famille et les membres de son ethnie. Mais c'est une période qui a aussi vu la dégénérescence du pays, le pouvoir central contrôlant de moins en moins bien les zones périphériques de cet immense pays, et la nature ayant horreur du vide. En 1996, ses deux voisins, Ouganda et Rwanda, en ont profité pour envahir le pays. Ils ont profité aussi de la santé chancelante du maréchal qui était atteint d'un cancer.
Et cette invasion a culminé avec la prise de Kinshasa en 1997 et la mise au pouvoir d'un homme lige de l'Ouganda et du Rwanda, Laurent Désiré Kabila, qui a fini par se retourner contre ses maîtres ougandais et rwandais, ce qui lui a coûté la vie puisqu'il a été assassiné en 2001 et remplacé par son fils Joseph Kabila. La République démocratique du Congo est un pays essentiellement agricole, une agriculture vivrière de type familial, qui ne couvre que 3% seulement du territoire. Mais si le Congo était un pays bien organisé et s'il avait des voies de communication convenables, ce pays ne devrait jamais mourir de faim, puisque lorsque l'on sème au nord, on récolte au sud. Le pays est à cheval sur l'équateur. Le pays exporte également du café, du bois et du caoutchouc. Mais c'est son sous-sol qui fait de ce pays ce que l'on a appelé un scandale géologique, puisqu'on trouve de tout au Congo. On trouve du cuivre, du cobalt, dont le cobalt, il en produit plus de la moitié de la production mondiale. 10% des réserves mondiales d'or se trouvent en République démocratique du Congo. On trouve des diamants, on trouve de l'étain, on trouve surtout du colombo-tantalite, c'est-à-dire du coltan, ce minéral qui est utilisé pour la fabrication qui entre dans la composition des microprocesseurs, donc des téléphones portables, des ordinateurs et de tout le reste, et qui est donc en grande demande au niveau mondial, et c'est d'ailleurs l'une des raisons des guerres à répétition qui ont ensanglanté la partie est de la République démocratique du Congo. On trouve de la bauxite, on trouve du fer, on trouve du manganèse, on trouve du charbon, du pétrole, du gaz méthane. Et là, petite précision, la République démocratique du Congo se fait avoir par son voisin rwandais, puisque ce gaz méthane se trouve au fond du lac Kivu et que depuis des années, le Rwanda l'exploite, le pompe depuis la rive rwandaise, ce que le Congo ne fait pas encore. On trouve des schistes bitumineux, on trouve de la cassitérite. Alors, avant d'aller au Congo, je ne savais pas ce que c'était que la cassitérite, mais j'ai découvert pendant mon séjour que la cassitérite est aussi un minéral très demandé au niveau mondial, puisqu'on s'en sert pour fabriquer les boîtes de conserve. Malgré toutes ces richesses, la République démocratique est l'un des pays les plus pauvres du monde. Près de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté qui est fixé à 1,25 $ par jour. Et le pays figure au 179e rang mondial de l'indice de développement humain qui compte 191 pays. La malnutrition touche entre 30 et 50% des femmes et des enfants et la mortalité infantile atteint 11%. Le paludisme fait des ravages, on meurt beaucoup du paludisme au Congo. Le Congo, la République démocratique du Congo est un pays à majorité chrétienne, plus de 90% de la population, mais ces chrétiens sont divisés entre catholiques, environ 30%, protestants, et aussi les autres dénominations chrétiennes, à savoir les pentecôtistes, les évangéliques, eux-mêmes divisés en de multiples églises. On trouve aussi le kibanguisme, une religion congolaise fondée il y a plus d'un siècle par quelqu'un qui a été qualifié de prophète, Simon Kibangu, qui a fondé une religion proprement congolaise, mais inspirée du christianisme. On trouve aussi des musulmans, quelques pourcents. L'Église catholique est organisée en 6 archidiocèses et 41 diocèses. Je termine là cette présentation succincte de cet immense pays, qu'il est très difficile de résumer, pour parler des élections qui ont lieu en ce 20 décembre 2023. Le président actuel, le président sortant, Félix Tshisekedi, est le fils de l'opposant historique au maréchal Mobutu, Étienne Tshisekedi, et Félix Tshisekedi a été élu le 30 décembre 2018. Il a succédé à Joseph Kabila. Il a été élu dans des circonstances assez troubles
et son élection avait été fortement contestée à l'époque. Le bilan de son mandat, on retiendra en priorité, en premier, la mise en place de la gratuité de l'enseignement primaire, mais également la recrudescence de l'insécurité à l'est du Congo, avec l'apparition de nouvelles rébellions fabriquées de toutes pièces par le voisin rwandais et par l'occupation d'une partie du territoire par cette rébellion appelée M23, qui est en fait qui cache bien mal une nouvelle invasion rwandaise. D'ailleurs, durant la campagne électorale qui s'est achevée il y a quelques jours, le ton est monté avec le Rwanda, puisque le président sortant Félix Tshisekedi n'a pas hésité à accuser son homologue rwandais, le général Kagame, de visée expansionniste, et il n'a pas hésité à le comparer à Hitler, en lui promettant de subir le même sort d'ailleurs, de terminer comme Hitler. Cette élection présidentielle a donc lieu en même temps que les élections législatives, provinciales et municipales. En ce qui concerne l'élection présidentielle elle-même, c'est une élection présidentielle à un tour, uninominale à un tour. Cela signifie que le candidat arrivé en tête, même s'il ne devait avoir que 30% des voix, serait déclaré vainqueur et deviendrait président de la République démocratique du Congo. Au départ, il y avait 24 candidats, il n'y en a plus que 19, dont une seule femme. Il n'y en a plus que 19 parce que les autres se sont désistés en faveur d'autres candidats. Je vais citer les principaux candidats: Félix Tshisekedi, le sortant, Moïse Katumbi, qui est l'ancien gouverneur du Katanga, c'est un métis, un richissime homme d'affaires, Martin Fayulu, qui est le candidat malheureux principal, je dirais, des élections de 2018, et qui avait affirmé à l'époque avoir été le véritable vainqueur de cette élection, et tout le long de ce mandat de Félix Tshisekedi, il a continué à se présenter comme étant le président élu de la République démocratique du Congo. Donc là, il va tenter de prendre sa revanche. Et enfin, le dernier nom que je voudrais mentionner, c'est le docteur Denis Mukwege, gynécologue mondialement connu, prix Nobel de la paix en 2018, qui, depuis son hôpital de Panzi, dans la banlieue sud de Bukavu, s'est occupé des femmes violées, parce que malheureusement le viol a été utilisé comme arme de guerre par la soldatesque qui a déferlé sur l'est du Congo depuis 1996 et qui ont eu recours au viol comme arme de guerre. Ce sont donc des centaines de milliers de femmes qui ont été violées et que le docteur Mukwege tente quotidiennement depuis des décennies de sauver. J'ai eu l'honneur de faire sa connaissance il y a une vingtaine d'années lorsque je travaillais à Bukavu. J'avais visité son hôpital à Panzi. Denis Mukwege se présente comme candidat indépendant. Du fait de l'instabilité, de la guerre et de l'occupation d'une partie du Kivu, les élections ne pourront pas avoir lieu dans les territoires donc, où règne l'insécurité et qui sont occupés par cette fausse rébellion du M23, qui a provoqué l'exode de dizaines de milliers de réfugiés qui, eux non plus, bien sûr, ces personnes déplacées ne pourront pas participer, ne pourront pas voter. Voilà ce que je pouvais dire au sujet à la fois de ce pays auquel je suis très attaché et dans lequel je compte encore de très nombreux amis et auquel je pense très fort aujourd'hui. Et je terminerai donc cette émission en souhaitant au peuple congolais d'avoir des élections pacifiques, et j'espère surtout que la personne qui sera élue en ce 20 décembre 2023 sera reconnue par tous, que cette élection sera incontestée et incontestable, et que le nouveau président pourra s'attaquer aux défis immenses auxquels le Congo fait face,
la pauvreté, le développement et qu'il réussira à rétablir la sécurité et la paix, en particulier à l'est du pays. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de ce grand pays et de ces élections. Je ne manquerai pas de revenir dans une prochaine émission lorsque l'on connaîtra le résultat de cette élection du 20 décembre 2023. Je vous remercie pour votre attention, chers amis, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Panorama Info.